Alors, ça marche. Bien. Je m'appelle Claude Vieux, je suis psychothérapeute. Et ben voilà, je suis très impressionné de voir tout ce monde là, ce soir, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça devant une grande foule. Le plus gros d'habitude, on a 80 personnes, et là on nous a dit qu'il y avait 240, donc ça fait 3 fois plus déjà, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais voilà, je me mets debout parce que quand je m'assois, je sais qu'à peu près il y a la moitié des personnes qui ne nous voient pas. Donc je vais essayer de me mettre debout. J'ai commencé ce métier en 1984. Je vous ferai un historique tout à l'heure de la psychogénéalogie, mais être psychothérapeute, ça veut dire déjà commencer par faire soi-même sa propre psychothérapie auprès de personnes qui vous accompagnent. Et on a eu la chance, Dominique et moi, de travailler avec des précurseurs, des gens qui, au tout début des années 80, la psychogénéalogie a commencé en 1975. Avant ça, on n'en parlait pas du tout. Donc, dans le tout début des années 80, on a eu la chance de pouvoir pratiquer ce travail sur soi de psychogénéalogie, c'est-à-dire aller identifier les transmissions qui viennent de nos ancêtres, des grands-parents, par les parents vers l'enfant. On a déjà découvert ça au tout début, dans les premiers pas de cette discipline. Voilà, donc j'ai commencé en 84 à Paris, et puis je suis arrivé ici à Olivet. Dans les années 2000, j'ai quitté définitivement Paris en 2006 pour m'installer ici. Et je dispose d'une panoplie d'outils différents, c'est-à-dire la parole pour exprimer la souffrance, l'écoute active qui vient des études de Carl Rogers, la relation d'aide à la parole, l'écriture, la gestalt thérapie dont on parlera, et la psychogénéalogie. Dans les années 2000, nous avons commencé, Dominique et moi, à travailler ensemble, ici, à Olivet, et on anime des cycles. On anime des cycles qui durent une année, à raison d'un atelier tous les mois, et on en est à peu près au 20e. On en est au 19e à Olivet, on en a fait 5 à Poitiers, et on en a fait un à La Réunion, mais celui-là, c'était un peu les vacances, donc on ne compte pas celui-là. Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, oui, et puis j'oubliais, en 2003, on a écrit ce livre qui est là. Bon, là, il commence à dater, mais il est toujours d'actualité, parce que ce qu'il contient, c'est toujours présent, c'est toujours là, dans les transmissions qui nous viennent de nos ancêtres. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est un ensemble de concepts autour de la notion de psychogénéalogie, la notion de transgénérationnel, qu'est-ce que ces mots contiennent, quel est leur sens, qu'est-ce qu'ils portent, la notion de transmission psychique, d'héritage psychique, les mécanismes de ces transmissions, hein, on va parler de tout ça, l'historique de la psychogénéalogie, comment ça a débuté et où on en est aujourd'hui grâce, entre autres, aux découvertes scientifiques et aux neurosciences. Et voir également la notion de mémoire, tout ce que porte ce terme de mémoire, c'est-à-dire la mémoire consciente, la mémoire inconsciente, la mémoire personnelle, la mémoire familiale, la mémoire collective, et tout ce qui est autour de cette idée de mémoire. Et puis, on vous parlera aussi de nos méthodes de travail, des outils que nous utilisons en psychogénéalogie. Quand on aura fait tout ce tour-là, nous avons 3 témoins qui viendront ici. Il n'y a pas de bar, mais c'est des témoins qui vont parler de leur expérience. Et puis, comme le disait la personne qui parlait avant moi, j'ai oublié son nom, nous répondrons aux questions que vous pouvez avoir à nous poser. Voilà. Donc, moi je m'appelle Dominique Hélène Vaguet.
Et effectivement, j'ai d'abord fait un long travail personnel, une longue thérapie, il y a déjà un certain temps, et qui me permet de connaître de l'intérieur un certain nombre de mécanismes psychiques, comme par exemple les secousses émotionnelles qui sont évidentes, obligatoires, comme le mécanisme des résistances, qui est également fondamental et normal, et également le temps, la notion de temps absolument nécessaire pour intégrer une nouvelle vision et également pour arriver à transformer nos fonctionnements psychiques. Donc c'est ensuite que je me suis formée au métier de psychopraticienne et psychogénéalogiste que je pratique depuis une trentaine d'années avec différents outils. Et donc, comme disait Claude, c'est depuis 2002 que l'on anime des groupes qui sont destinés à mettre en ordre tout ce bagage transgénérationnel que l'on porte en soi, qui est source de talent, et du coup, eh bien, on a des belles réussites dans la vie, mais également qui est source de troubles qui vont nous amener vers des impasses. Évidemment, c'est de cela que l'on va vous parler. En 2003, on a donc écrit ce livre, Mémoire de l'arbre. En fait, on a repris les écrits des tragiques grecs, Échille et Sophocle, parce qu'ils ont mis en scène des drames familiaux. Et au regard des connaissances actuelles, eh bien, on pourrait dire, détricoté deux lignées. La lignée des Labdacides, qui est la lignée d'Œdipe, et la lignée des Atrides, qui est la lignée d'Agamemnon. De manière à ce que vous puissiez voir comment, de génération en génération, des choix ont été posés qui en fait sont à l'origine de ces drames. Et qu'avec une conscience un petit peu plus aiguisée, eh bien, les choix auraient pu être autres et les drames évités. Je vais vous donner juste un petit exemple comme ça. On a Œdipe qui est nouveau-né, il est abandonné dans le désert, recueilli par des bergers et amené à un couple royal de Corinthe qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est vraiment un superbe cadeau. Mais ce couple, comme c'est habituel, va se faire passer pour les vrais parents de cet enfant. Alors évidemment, eh bien, il va y avoir, quand il va grandir, des petits copains qui vont dire « mais tu sais, ton père c'est pas ton père, ta mère c'est pas ta mère ». Donc quand il va être adolescent, il va vouloir en avoir le cœur net. Alors il va consulter l'oracle à Delphes. Et là, on va lui dire, eh bien, tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Waouh, c'est l'horreur. Mais comme ses vrais parents, c'est ce couple qui l'ont élevé, il s'enfuit. Et évidemment, il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'il va tuer son père et il va épouser sa mère. Si ce couple avait tout simplement dit, voilà, on t'a amené à nous, on est absolument ravis, on t'aime beaucoup, vraiment on t'a accueilli, mais on n'est pas tes vrais parents. Évidemment, il aurait eu envie d'aller voir, chercher qui étaient ses vrais parents. Il n'y aurait pas eu ces drames. Et vous voyez, c'est encore très 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 actuel comme problématique. Alors, c'est vrai que depuis les années 80, il y a de nombreux psychanalystes qui ont mis en lumière que les souffrances vécues par nos ancêtres peuvent être source de troubles physiques et psychiques chez les descendants. Il y a par exemple Didier Dumas qui en 85, je crois, a écrit L'ange et le fantôme.
Il a longuement travaillé avec des autistes. Et c'est le premier qui a mis comme ça, qui a parlé de fantômes. Et nous allons continuer à vous parler de fantômes généalogiques. Il y a Philippe Grimbert qui a écrit ce livre, Un secret, que vous avez peut-être lu, vu au cinéma. Et en fait, il relate bien, d'une manière romancée et véridique, comment un enfant sait ce qui s'est passé avant sa naissance, même si on ne lui en a pas parlé. Alors, il y a également Anne-Ancéa Schuzenberger, qui, en 1993, a écrit « Aïe mes aïeux ». Elle a longuement travaillé avec des personnes atteintes de cancer en phase terminale, et elle s'est rendue compte que sur 3, 4, voire 8 générations, il y a des répétitions comme des coïncidences. Et à tel point qu'elle a écrit, on finit par penser que nous traversons une période de fragilisation inconsciente en atteignant l'âge où quelqu'un de notre famille a subi un traumatisme. C'est ce que l'on appelle le syndrome anniversaire. Mais ce syndrome anniversaire est en fait le reflet de fidélité inconsciente. Un exemple comme ça, on va prendre un père qui, voilà, on va dire, allez, 46 ans, décède d'une maladie, d'un accident, voilà. Il a un fils, et ce fils, autour de, voilà, il va arriver à 46 ans. Alors si on lui demande un peu avant, ça va, tu vas pouvoir avancer en âge, il va dire, bah, bien sûr, évidemment, dans le conscient. Mais dans l'inconscient, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que quand il va atteindre cette période-là, il va y avoir un trouble, peut-être une dépression, il va, la plupart du temps, franchir cette étape et donc dépasser le père. Mais certains n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement accidents, maladies, qui vont faire que ben, lui aussi, il va décéder vers le même âge. On n'est pas sur des choses ric-rac, hein, même, voilà, c'est pas exactement 46 ans pile. Mais ce qui se joue là, c'est pas une fatalité. C'est une fidélité inconsciente. Et une fidélité inconsciente, ça peut se dénouer. Heureusement. Alors, il y a Françoise Dolto qui a découvert qu'en fait, in utero, le bébé duplique le fonctionnement émotionnel et psychique de ses deux parents, donc de ses deux lignées. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte de ça par des dessins, des modelages faits par de très jeunes enfants qui vont traduire des événements qui se sont passés pendant la grossesse ou même dans la vie des parents ou dans la vie des grands-parents. Évidemment, on ne leur en a pas parlé. Donc, ils traduisent quelque chose, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais ils sont agis par cela. Et c'est vraiment important parce que c'est comme ça que l'on s'est rendu compte que les symptômes qui sont, comment dire, vécus et présentés par des enfants et des adultes, eh bien, en fait, c'est le moyen qu'a trouvé l'inconscient de traduire qu'il y a une souffrance antérieure qui empêche d'avancer. Et c'est complètement paradoxal, parce que c'est comme si l'inconscient, eh bien, essayait de guérir l'arbre, mais en fait la personne est en difficulté, tout l'environnement est en difficulté, tout l'environnement considère que la personne est un problème, elle-même d'ailleurs se considère un problème,
Alors qu'en fait, il y a un problème avant, antérieur, et qui traverse la personne comme un fantôme généalogique. Et vous savez, ces fantômes, un peu à la manière d'Hamlet. Voilà, le père d'Hamlet, eh bien, vient perturber les nuits d'Hamlet, jusqu'au moment où celui-ci va réaliser que son père a été assassiné et va le mettre en lumière. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de fantôme. C'est-à-dire que la douleur antérieure a été reconnue. C'est des choses qui sont vraiment très importantes. Bon, dans la salle, vous êtes certainement beaucoup de parents, d'éducateurs, et c'est pas simple de réaliser à quel point c'est fondamental, parce que c'est pas simple, parce que ce n'est pas cartésien. Et l'inconscient n'est pas du tout cartésien. Je vais vous donner un exemple comme ça, une femme qui vient me voir pour tout un tas de problèmes, et entre autres, voilà, elle est extrêmement maniaque, mais à un point épouvantable. Elle nettoie son sol tout le temps, c'est vraiment pénible pour elle, pour la famille, pour les enfants, voilà, c'est vraiment pénible. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, elle ne sait pas non plus, bien sûr. Et puis, à un moment donné, dans le travail sur l'arbre, comme ça, elle va être en place, et Claude vous expliquera ce que ça veut dire en place, voilà, va être en place d'un grand-père, un grand-père paternel qui est italien, et qui a dû quitter l'Italie avec sa famille avant 1936, voilà, montée du fascisme, c'était trop dangereux pour eux, donc ils s'installent en France, les enfants naissent, et là je demande comme ça, mais est-ce que vous allez retourner en France une fois que la guerre sera terminée, voilà, faire découvrir ce pays à vos enfants? Ah non, le sol a été sali. Waouh! Alors évidemment la personne, ben voilà, elle réalise, et je la revois 15 jours plus tard, ben, elle nettoie son sol normalement, quoi, comme tout un chacun. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était impactée par la douleur de ce grand-père. Évidemment, ben, douleur qui se dit pas plus, il faut avancer, voilà, il faut avancer dans la vie, donc on relègue ça voilà, dans l'inconscient. Alors, justement, comment est-il possible que l'on soit ainsi impacté par cette mémoire transgénérationnelle? Alors, dans les études que l'on fait actuellement, et déjà depuis longtemps, sur le cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une zone neuronale qui semblait ne servir à rien, que l'on a appelé les territoires corticaux libres. Et puis on s'est rendu compte que cette zone, ces territoires, en fait, fonctionnent à la manière de cassettes vierges qui enregistrent tout ce qui se passe au niveau émotionnel et psychique pendant la grossesse. Alors, que se passe-t-il pendant la grossesse? Il y a Jean-Marie Delassus qui est le premier à avoir mis en place des centres de maternologie, qui a écrit en 2001, je crois, un livre, Le génie du fœtus. Et il explique bien comment, pendant la grossesse, le placenta va s'occuper de puiser dans le corps de la maman, qui est en fait une terre d'accueil, tous les éléments nécessaires pour la croissance du fœtus. Et puis pendant ce temps-là, la maman va remonter, plus ou moins consciemment, vers sa vie de petite fille, sa relation à sa mère, le temps où elle était fœtus. Et donc, le temps où elle était fœtus, ben, sa propre maman remontait elle-même vers sa vie de petite fille, sa relation à sa mère. Et on remonte comme ça, comme des poupées gigognes.
Et évidemment, va descendre de là un certain nombre de fantômes généalogiques, c'est-à-dire en fait des stases émotionnelles qui correspondent aux douleurs, aux souffrances vécues par les ancêtres. Et douleurs et souffrances, voilà, dont on ne parle pas, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas, parce que chacun faisait comme il pouvait, parce qu'il fallait avancer, parce que la vie était compliquée, parce que c'était pareil pour tout un chacun, enfin, etc. Tout ce qu'on entend. Et ces douleurs, ces fantômes généalogiques, ces stases émotionnelles vont se traduire chez les descendants par des émotions exacerbées, de colère, de dépression, de sentiment d'injustice, de non-envie de vivre. Et souvent les personnes vont dire, mais c'est plus fort que moi. Oui, 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 c'est plus fort que. Ça vient de bien plus haut, effectivement. Alors, quand on voit comme ça ces flots émotionnels qui sont exacerbés, exagérés par rapport à la situation présente, parce que bon, des colères on en a tous, voilà, des tristesses, bien sûr, mais là, quand c'est exagéré, on dit, aïe, il y a un retour du généalogique. Et il faut aller voir, qui parle au travers d'eux? Qu'est-ce qui se dit au travers d'eux? Alors, des souffrances, il y en a beaucoup. Alors, bien sûr, on parle beaucoup des secrets de famille. C'est évident, il y en a. Mais des souffrances, il y en a plein. Si vous imaginez, par exemple, tous les mariages arrangés, pour raison de patrimoine ou raison de bienséance sociale, ça arrange les parents. Ça, c'est une évidence. Mais le jeune homme ou la jeune fille, qui peut-être ont un amoureux, une amoureuse, qui se marient là, alors qu'ils n'en ont pas du tout envie, et qu'ils ont le cœur en deuil. Comment ils vont accueillir l'enfant qui va venir de cette union? Avec, dans un climat de tension, de silence, peut-être de cris, peut-être de violence, peut-être d'alcoolisme, etc. Tout ce qui découle de ça. Et cet enfant, comment va se construire à l'intérieur de lui la notion de famille, de couple, d'amour? Eh bien, c'est avec ça qu'il va continuer sa vie. C'est-à-dire que cette histoire de mariage arrangé, là, ça a des répercussions bien plus loin dans les générations. Si je prends encore d'autres exemples, il y a combien de grands-pères qui n'ont pas pu faire le métier qu'ils voulaient, parce qu'il fallait reprendre l'entreprise, la ferme, la forge, etc. Et même s'ils voulaient faire un métier qui était, ma foi, tout à fait honorable, voilà, je ne sais pas, instituteur, peut-être militaire, voilà, on n'est même pas sur théâtre, etc., quelque chose de tout à fait classique, c'était pas possible. Pas possible, parce que les parents avaient tellement trimé. Donc, ils reprennent l'entreprise. Mais avec quelle rage intérieure, dont ils ne parlent pas sans doute, et quelle révolte contre l'autorité. Alors, il y a Willy Barral qui a écrit en 2011 un livre qui s'intitule « Le corps de l'enfant et le langage de l'histoire de ses parents » et qui parle de comment l'enfant peut être le bras armé de ses parents qui n'ont pas pu se révolter. Et donc c'est lui qui est habité par un refus par rapport à tout ce qui est l'autorité, qui va manifester ça contre ses parents, l'école, les copains, etc. Ça va être un problème, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, il est habité de quelle rage? C'est super important de réaliser ça. Moi, je vois avec plusieurs parents
voilà, qui ont des enfants en difficulté comme ça. Et quand ils peuvent arriver, quand on arrive à détecter ce qu'ils n'ont pas pu dire, ce qui n'a pas pu se dire, et qu'ils peuvent redonner l'histoire à l'enfant, ben, il y a des choses qui s'apaisent. C'est magique et pas magique. C'est pas magique parce que le travail, il faut le faire. Mais c'est magique parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des déclics. Donc, avant de redonner la parole à Claude, voilà, vous voyez comment c'est important d'aller visiter l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. Ça n'est pas une intrusion, c'est nos racines. Et puis vous voyez comment, finalement, l'histoire individuelle va recouper la grande histoire, avec la grande histoire économique, politique, sociale, et que si les choses étaient classiques à l'époque, c'est pas pour autant que chaque individu n'a pas souffert, et que c'est cette souffrance qui se transmet dans les générations d'après. Oui, quand il est question d'héritage, le mot est un peu ambigu parce que quand il est question d'héritage, de biens, en général ça se passe après la mort de la personne qui va vous léguer une maison, des biens, des terres, de l'argent. Quand il s'agit d'héritage psychique, et il y a un notaire. Le notaire vous fait venir et vous dit, madame, monsieur, vous héritez de ça, vous héritez de ça. Si c'est une vieille maison avec le toit qui s'écroule, vous pouvez dire, j'en veux pas. S'il y a des dettes dans l'ensemble, vous pouvez dire, non, non, je refuse tout ça. Vous avez le droit. L'héritage psychique, il n'y a pas de notaire. Hein. J'ai jamais entendu parler. Vous ne pouvez pas refuser. D'abord, on ne vous dit pas ce que c'est. On ne vous dit pas tout ce qu'on vous lègue, tout ce qu'on vous transmet. Et à vous de le trouver si vous avez le courage de faire le travail. Et en plus, vous ne le recevez pas à la mort de la personne. Vous le recevez à votre naissance, avant même votre naissance. Vous venez à peine d'être conçu que déjà, on vous refile tout le paquet. Et puis ils s'y mettent tous. Hein. Il n'y en a pas juste un qui vous donne une maison ou quelques pièces d'or ou de l'argenterie. Vous recevez tout de tout le monde. Tous ceux qu'on a mis au tableau et puis même plus loin. Alors quand on fait ce travail, on n'est pas dans de la nostalgie. On n'est pas avec l'idée que autrefois c'était mieux, que le passé pouvait être beaucoup plus intéressant que ce qui se vit aujourd'hui au XXIe siècle. On est dans un moment où on a besoin de retrouver des racines. La plupart du temps, ces racines ont été perdues. On vit dans un monde, on vit dans une société où de plus en plus la famille se rétrécit, jusqu'à devenir la famille nucléaire, la fameuse famille nucléaire, ou la famille monoparentale, où on est réduit où la famille est réduite vraiment à sa plus petite, sa plus simple expression, et dans une société qui isole. Aller faire simplement ce travail d'aller voir qui sont nos 4 grands-parents, pour beaucoup de gens, peut-être dans cette salle, si je demande quel est le prénom de votre grand-mère paternelle, peut-être qu'il y en a plein qui vont me dire « Oh là là, il faut que je regarde, je ne sais pas très bien. » Aller chercher sa date de naissance, le nombre d'enfants qu'ils ont eus, les maladies qu'ils ont pu avoir, ce qu'ils ont fait dans leur vie professionnelle, dans leur vie affective, comment mon grand-père et ma grand-mère maternelle se sont rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mariés. Rien qu'aller chercher ces petites choses-là, qui sont en général qui ne sont pas des secrets, ça nous permet de nous recentrer, de nous redonner des racines. Ça nous permet de retrouver quelque chose qui est souvent perdu ou qu'on n'a jamais eu, l'idée d'appartenance. On appartient à une famille. Et cette famille, elle vient bien de quelque part. Elle a une histoire. Et on peut retrouver une partie de cette histoire. En tout cas, on la porte en nous et on va essayer d'y mettre des mots. De faire en sorte qu'elle soit éclairée, cette histoire.
Et souvent, quand on n'a plus de racines, ou quand on a perdu ce sentiment d'appartenance, on se retrouve un peu perdu, ou beaucoup même perdu. Et il y a un proverbe africain qui dit que lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et le travail de psychogénéalogie, c'est ça. Essayer de regarder d'où on vient. Quelles sont nos racines, quels sont les gens qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nous relie donc à nos origines, à nos racines familiales et à notre culture aussi, bien souvent qui est perdue. Avec l'idée de pouvoir se souvenir, pouvoir mettre des mots sur tout ça pour transmettre, pour être de plein pied dans ce présent. Donc il n'y a pas du tout l'idée de passéisme, hein, parce que cet héritage du passé peut nous permettre d'aller plus loin, d'aller dans du futur et en faire bénéficier ses proches, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie, qui est sud-américain, qui s'appelle Jodorowsky, mais bon, il vient d'Argentine ou du Chili, je ne sais plus très bien. Enfin, ses ancêtres, forcément, venaient d'Europe centrale. Et qui disait, dans un de ses écrits, quand une pomme apparaît sur une branche, il y a tout l'arbre, tout le pommier qui est en fait. Voilà. Travailler sur soi, essayer d'approfondir quelque chose de nos origines, de là d'où on vient, tout le monde autour de nous, de notre famille, va en profiter. Voilà. Je voudrais vous parler maintenant un peu plus en détail de l'historique de cette psychogénéalogie. Ça a commencé en 1975 avec deux psychanalystes qui s'appelaient Nicolas Abraham et Maria Torok, qui ont écrit un livre à partir de cas cliniques qui ne pouvaient pas être éclairés par les théories freudiennes. Tout le matériel freudien, du complexe d'Oedipe, le complexe de castration, tous les outils dont disposent les freudiens, ça ne fonctionnait pas. Et ils sont allés chercher qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et ils ont tiré deux concepts très importants, la notion de crypte et la notion de fantôme, dont vous a déjà parlé un petit peu Dominique. Et dans ce bouquin qui s'appelle L'arbre et le noyau, donc de 1975, ça fait 40 ans par rapport à l'histoire de la psychanalyse et par rapport à l'histoire de l'humain, c'est vraiment hier, quoi. Donc la notion de crypte, c'est facile à comprendre, ça vient de cryptos, un mot grec qui veut dire caché. Quelqu'un qui a un secret, un secret, c'est toujours quelque chose dont on n'est pas fier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire quelque chose qu'on cache, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a vécu, dont on ne parle jamais, 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 jamais à personne. Et les secrets, c'est en général toujours des histoires d'argent, des histoires de sexe et des histoires de sang, des histoires de mort. Alors, il y a des secrets qui peuvent être terribles, mais il y a des secrets qui il y a 100 ans, étaient terribles, mais qui aujourd'hui sont dérisoires. Une femme enceinte hors mariage, il y a 100 ans, c'était une horreur. Elle était bannie de la société, elle ne pouvait plus rentrer à l'église, par exemple. Très souvent, ses parents la mettaient dehors, et puis il ne restait plus que la rue. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais les traces subies par les ancêtres restent, par contre. Donc, la notion de secret, de crypte, va faire que la personne qui porte ce secret en elle va, dans sa manière de parler, va toujours éviter de parler de ce qu'elle a fait. Elle a peut-être détourné l'héritage de son frère, ou elle a peut-être eu un enfant hors mariage, ou on a travaillé avec une personne il y a quelque temps qui a découvert que son grand-père avait poussé son propre père dans une mare parce qu'il allait être déshérité. Voilà. Donc le porteur de ce secret-là, tout le temps, va être avec ça à l'intérieur de son monde psychique, cette crypte-là,
pourrait parler d'un kyste, quelque chose qui est enfermé là et qui ne sort jamais. Et dans sa manière de parler avec ses descendants, avec ses enfants, tout le temps, il évitera le sujet, tout le temps, pour ne pas avoir à parler de ça. Cette crypte-là, à ses enfants, quand il va la transmettre, ça sera d'inconscient à inconscient, sans mots. Et ça passe du parent aux enfants. Et une fois passé aux enfants, ils emploieront plus le mot de crypte, mais le mot de fantôme. Un fantôme, dans ce bouquin, c'est pour eux une formation de l'inconscient qui a pour particularité de n'avoir jamais été parlé, mais transmise en héritage dans le silence, directement. Voilà, ça a été le premier pas. Et curieusement, c'était tellement évident, tellement fort que l'ensemble de la profession des psys de toutes sortes l'a accepté. Alors, dans ce métier, tout le monde a raison et tous les autres ont tort. Alors, il y a des tas de chapelles, des tas d'écoles, des tas de lignes différentes, mais curieusement, c'était tellement fort que tout le monde l'a accepté. Là, on était en 75. Mais on connaissait bien que donc on reconnaissait qu'il y avait des transmissions qui se faisaient comme ça, d'inconscient à inconscient, mais comment ça marchait, on n'en avait aucune idée. Et puis il y a eu Didier Dumas, dont vous a parlé Dominique, lui c'est en 78, qui a beaucoup travaillé avec Françoise Dolto et les enfants psychotiques, et les enfants autistes particulièrement, et qui a découvert qu'il affirme ça. Donc là on est en 78, que pour faire un psychotique, pour faire un autiste, si on remonte 3 générations, 4 générations, on trouve un secret de famille, un secret, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une histoire d'argent, ou de sexe, ou de mort. Voilà, ça a été un nouveau pas. Et puis, on passe aux années 90, il y a eu Anne Ancelin, dont Dominique vous a parlé, Anne Ancelin-Schuzenberger, qui a développé les notions de fidélité inconsciente et le syndrome d'anniversaire, et le génosociogramme, et tout un matériel vraiment très 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 intéressant et très important. Et puis, il faut attendre les années 2000, c'était exactement en 98, dans la bibliographie qu'on vous a remise, il y a un bouquin qui s'appelle « Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres ?» C'est Nina Cano, c'est une journaliste qui a interviewé un ensemble de spécialistes, et à nouveau elle a interviewé Didier Dumas, qui, donc 10 ans après, 20 ans après même, a parlé de la transmission par le phénomène d'identification. Tout enfant fait une identification pour grandir psychiquement. Un enfant a besoin de s'identifier à son parent. Et en s'identifiant, il prend tout ce que le parent porte en lui. On va y revenir, ça, avec la notion de neurone miroir. Mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous savez très bien que vos enfants parlent votre langue. Hein, ça paraît évident. Mais comment ils ont appris la langue? En vous écoutant. Comment ils ont appris certains gestes? Ils ont appris en vous regardant. On est là dans une forme d'empathie, on est là même dans une forme de télépathie, où les choses se transmettent, comme ça, d'inconscient à inconscient, du conscient en grande partie, mais aussi en grande partie, tout ce que l'on porte en nous, notre enfant, nos enfants le reçoivent. Et sont marqués par ça. Alors très souvent on nous dit, oui mais j'ai vécu telle et telle chose, je ne peux pas en parler à mon enfant, il est trop petit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'enfant, il le sait déjà. Il n'a pas de mots dessus, bien entendu. Il ne peut pas le formuler, on ne lui a jamais dit. Mais il l'a reçu dans ce fameux héritage dont je vous parlais tout à l'heure, où il n'y a pas de notaire. L'héritage, il l'a reçu. J'ai fait tel truc et je n'arrive pas à en parler à mon fils ou à ma fille. Mais il le sait déjà. Et il va être
travaillé à l'intérieur par des tas de choses sur lesquelles il ne peut pas mettre de mots. Et au plus, ce que vous lui avez, vous et vos ancêtres, au plus ce que vous lui avez passé est douloureux et difficile, au plus il va avoir mal et au moins il va comprendre. Si vous arrivez à lui mettre des mots, et au plus il est petit, au plus ça sera facile de lui dire. Et il saura qu'est-ce qui le travaille. Il saura ce qui s'agite en lui. Voilà, c'est une petite parenthèse, et je reviens à cette historique. Donc voilà, on était avec Didier Dumas qui parlait d'identification. Et à partir de là, tout ce qui a été transmis, on a commencé à savoir comment se faisait la transmission. Comment ce que je porte en moi, dont je ne parle pas, je le transmets à mes descendants. Que je le veuille ou non. Ça passe. Et puis, ce qui est important, Dominique vous en a parlé un petit peu, mais c'est important d'y revenir, c'est qu'il n'y a pas que les secrets de famille. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des secrets, qui ont fait des trucs dans leur vie dont ils ne sont pas très fiers, pas très contents, mais pas tout le monde a détourné l'héritage de son frère, pas tout le monde a poussé un grand-père dans la mare pour le noyer, pas tout le monde a vécu un adultère ou je ne sais pas trop quoi. Il y a des gens qui ont des vies peu simples, quoi, pas avec des grands drames, mais tout le monde a des souffrances. Mais beaucoup de gens vivent des choses qui, à un moment, à une certaine époque, sont terribles, comme je vous le disais tout à l'heure, une grossesse hors mariage, mais qui en même temps n'ont pas beaucoup d'importance quand on change d'époque. Et puis, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a des mariages arrangés, il y a des métiers qu'on est obligé, qu'à certaines époques, les fils ou les filles étaient obligés de reprendre la terre des parents, ou l'usine, ou le magasin, ou je ne sais pas trop quoi encore, alors qu'ils avaient complètement envie de faire autre chose. Et les mariages arrangés, nous, quand on travaille, on entend parler de ça, mais il n'y a pas 200 ans, quoi. Il y a 60 ans, il y a 80 ans, il y avait encore beaucoup de mariages arrangés, qui arrangeaient pas du tout les mariés. Hein, ça arrangeait peut-être tout le monde, sauf eux. Et imaginez, quoi, qu'est-ce que c'est on vous met là, celle-là ou celui-là, qui ne vous plaît pas, qui a rien, quoi. Et vous savez que c'est pour toujours, quoi, c'est pour toute la vie. Et peut-être en plus ils sont pas bons, quoi, ou je sais pas quoi, mais vous voyez, ça commence mal dès les premiers jours, et il va y avoir toute la vie comme ça, toute la vie. Et ça passe. Ça passe aux enfants, ça se transmet avec beaucoup de souffrance et de silence et de non-dit et de transmission de petites choses qui ne sont pas des secrets épouvantables. Et puis, selon les époques, il y a, par exemple, j'ai entendu parler d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère à l'époque de la guerre de 14, par là. Elle a divorcé, peut-être un peu avant. Et à cette époque-là, divorcer, c'était vraiment un scandale, c'était une horreur, quoi. Et bien, quand la guerre a été terminée, elle disait qu'elle était veuve. C'était, voilà, ça passait, il y en avait plein, on ne faisait pas attention, c'était banal. Et par contre, là, il n'y a pas longtemps, j'ai connu une personne dont le mari est mort et elle ne voulait pas dire qu'elle était veuve. Parce que le mari s'était suicidé, elle ne veut pas en parler. Alors elle préfère dire qu'elle est divorcée. Parce que là, tout le monde s'en fout, quoi. Vous voyez comment les choses basculent d'une époque à l'autre en à peine 100 ans. Mais les souffrances de ces personnes-là, elles sont transmises quand même. Quel que soit le dérisoire de la situation, vu de notre œil extérieur. Comme quand on dit, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient en bas âge.
Oui, donc c'était banal, c'était ordinaire, il y en avait plein. Mais ça n'empêche pas la souffrance. C'est pas parce qu'il y en avait plein que ça change quelque chose. Donc voilà, au niveau des apports actuels, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur le cerveau, il n'y a pas besoin de prendre le cerveau d'un cadavre, de le découper, puis de le regarder au microscope. Pendant très longtemps, on a travaillé avec des cerveaux morts, forcément. Hein. Maintenant, on travaille avec des IRM et on voit ce qui se passe dans le cerveau. Et au sujet des neurones miroirs dont je vous parlais tout à l'heure, les neurones miroirs, c'est des parties de nous, c'est une partie de notre cerveau qui est toujours à imiter ce que fait l'autre, à se mettre à la place de l'autre. La notion d'empathie, elle vient de là. Et ça a été découvert tout à fait par hasard, ces neurones miroirs. Il y avait des chercheurs, c'était des Italiens, je crois, qui travaillaient avec des singes. Donc il y avait plusieurs singes qui avaient des casques IRM reliés à des écrans. Et puis, ils cherchaient les zones du plaisir gustatif, quelles zones étaient activées dans le cerveau quand ils mangeaient un fruit qu'ils aimaient bien, les singes. Et puis à un moment, ils font une pause, les chercheurs, puis il y en avait un qui avait un petit creux, il prend une des bananes qui était là pour donner aux singes, et puis il commence à manger la banane, et donc il y a l'écran qui s'allume, et qui se met, et une partie du cerveau du singe qui se met à clignoter. Et à partir de là, ils se sont aperçus que le singe qui voyait le chercheur là en train de manger la banane, son cerveau était excité au même endroit que si c'était lui qui avait mangé la banane. Et vous connaissez tout ce phénomène-là, tout ce phénomène-là, quand vous donnez à manger à un enfant, ou à un vieillard, ou à quelqu'un, parce que quand vous tendez la cuillère, il y a vos lèvres qui avancent. Hein, vous avez tous vécu ça. Ça, c'est les neurones miroirs. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc, quand un enfant est là, il se met dans un bouquin qui a été écrit par un groupe de chercheurs conduit par Patrice Van Hersen, qui s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». Ça, vraiment, je vous conseille de le lire. Dans ce bouquin, il parle des capacités du cerveau et des capacités de cette identification. Et il y a un chercheur qui parle, l'enfant va se trouver comme en Wi-Fi avec le parent. Ils utilisent ce terme parce que, bon, maintenant, on sait comment ça marche, on s'en sert quotidiennement, mais l'enfant, il est totalement relié à ce que vit le parent, à l'intérieur. Et même, on sait maintenant que quelque chose qui se passe dans notre inconscient à nous, l'enfant le reçoit. Alors qu'on n'en a pas nous-mêmes conscience de ce qui se passe. Il y a des choses qui nous agitent, il y a des choses qui bougent là-dedans, et l'enfant va le recevoir. Et n'oubliez pas qu'on a conscience de 1% de l'activité de notre cerveau. Nos milliards de neurones là, qui tournent en permanence, qui sont sans arrêt en train de se modifier dans leur connexion neuronale, on a conscience de 1%, et les 99 autres pourcents tournent en permanence 24 heures sur 24. Aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train d'apprendre, de découvrir sur la psychogénéalogie, c'est en train de reformater votre cerveau d'une autre façon. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose, c'est pareil. Voilà. Voilà, un autre petit point. Après, je vous raconterai une histoire de fantôme. Mais vraie, hein. Il y a l'idée si vous allez chercher sur Google, vous taperez épigénétique. L'épigénétique, c'est une science, je ne sais pas trop de quand elle date, mais qui permet d'aller découvrir ce qui se passe dans certaines situations traumatisantes
au niveau de notre génétique, au niveau de notre bagage génétique, au niveau de nos ADN. Il y a certaines modifications. Les enfants qui ont subi des maltraitances graves, des enfants qui ont subi des abus sexuels graves, on a découvert, on a vu, on a pu percevoir qu'au niveau de leur ADN, il y avait certaines modifications. On parle de la modification des mécanismes de régulation des gènes. Et on s'est aperçu que ça pouvait se transmettre. On s'est aperçu également qu'on pouvait revenir et à nouveau modifier les traumatismes subis. On a fait une petite expérience avec des souris. On mettait des souris dans des cages et elles subissaient un choc électrique chaque fois qu'un parfum de fruits, de cerises, peu importe, était projeté dans la cage où elles étaient. Chaque fois qu'il y avait le parfum, il y avait une décharge électrique. Pendant plusieurs fois, plusieurs périodes. Et puis, on a pris 2-3 générations de souris plus tard et des générations faites par fécondation in vitro. C'était même pas des contacts directs entre mâles et femelles. On prenait des spermatozoïdes, des ovules, on faisait plusieurs générations, et arrivé à la 3e, à la 4e génération, il suffisait d'envoyer le parfum pour que les souris soient stressées. Il n'y avait pas besoin de choc électrique. C'était transmis. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter cette petite histoire de fantôme. C'est une histoire vraie. C'était au tout début de ma pratique, un jeune homme qui est venu me voir, qui avait 25 ans à peu près, et qui avait jusque-là une vie tout à fait normale. Puis là, il habitait dans un pavillon qui appartenait à ses grands-parents. Et il vivait avec sa femme, et puis ils avaient une toute petite fille, un bébé de 1 an, par là. Et puis, il est venu me voir parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait en lui. Il devenait très violent. Il avait tendance à frapper sa fille quand elle criait trop fort. Il s'enfermait chez lui, il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus aller travailler. Il était vraiment très 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 mal, avec des angoisses, des crises de panique, des choses comme ça. Et puis dans ce pavillon où il habitait, quand on sonnait à la porte, quand quelqu'un sonnait auquel il ne s'attendait pas, au lieu d'aller voir qui c'était à la porte, il montait au premier étage et puis il avait un pistolet, et il prenait son pistolet et il regardait par la fenêtre qui c'était. Donc ça n'allait pas, quoi. Et donc il vient me voir, et pendant 1 an on a fait un travail avec papa, avec maman, avec ce qui s'était passé dans sa vie d'enfance, et puis on ne trouvait pas, il n'y avait rien des petits malheurs comme tout le monde, mais rien qui pouvait expliquer cette situation vraiment très très rude. Et je lui ai demandé de monter ce panneau-là, ce tableau-là, d'aller chercher les noms et tout ce qu'il pouvait savoir sur ses 4 grands-parents, ses 2 parents. Et puis 1 mois après, il revient me voir, puis il me dit, j'ai fait une découverte vraiment curieuse, parce que celui que je croyais être mon grand-père paternel, c'est pas mon grand-père paternel, c'est le mari de ma grand-mère, mais on m'a toujours dit que c'était mon grand-père, et moi je l'ai toujours appelé Pépé, c'est le seul que j'ai connu. Mon vrai grand-père paternel, dans cette maison où j'habite, moi maintenant, un jour pendant la guerre, en 1943, les résistants sont venus, c'était un collabo, mon grand-père, ils l'ont pris, ils l'ont traîné dans la cour, et ils lui ont tiré 2 balles dans la tête, sous les yeux de ma grand-mère et de mon père, qui était un petit garçon d'une dizaine d'années à ce moment-là. Mais la famille a effacé tout ça, parce que le grand-père, il avait choisi le mauvais côté. Si le grand-père avait été tué par des collabos ou par la Gestapo, si ça avait été un résistant, on aurait mis sa photo au mur, il aurait été célébré, fêté. Mais là, comme c'était honteux, ça avait été effacé à la surface. Mais en profondeur, le fantôme de ce grand-père était revenu là, tirer les pieds du garçon qui venait me voir. Et à partir du moment où il a découvert ça, alors donc il
il a demandé à sa grand-mère, qui lui a raconté l'histoire avec son père. Tout le monde, ils ont fini par lui raconter l'histoire, parce que tout le monde savait qu'il allait mal, qu'il était très très mal, ce garçon. Et puis, une fois qu'il a découvert ça, au bout de 2 mois, il est venu me voir 2 ou 3 fois, et puis c'était fini. Il a repris sa vie normale, et il est retourné travailler, il s'est occupé de sa fille, et il a pu sortir de chez lui, conduire sa voiture, reprendre une vie tout à fait normale. Voilà, ça c'était un fantôme. Bien. Alors, comment est-ce que l'on va dénicher ces fidélités inconscientes qui peuvent nous habiter? Donc, d'abord un petit peu sous... voilà, c'est un peu... on demande d'abord d'écrire ce qu'on appelle la saga familiale. C'est un ancien Schusenberger, voilà, proposé ça. La saga familiale, c'est-à-dire d'écrire ce que vous savez de chacun des grands-parents et des parents. Ça peut être une page, ça peut être 3 lignes. Certaines personnes qui vont nous dire « Ah mais moi je sais absolument rien de, par exemple, tel grand-père, hein, il peut y avoir des grands-pères inconnus. » Mais c'est pas grave. En général, il y a quand même une date où il y a... Voilà, on sait que dans le travail, il y a des choses qui vont arriver. Donc, c'est pas grave, elle mettra quasiment rien, voilà. Et puis, on demande d'établir un tableau avec des photos. Avec les photos de chacun des grands-parents, des 2 parents et de la personne, voilà, petite fille, petit garçon. Et là encore, des photos, il y en aura ou il n'y en aura pas. Il y a des fois des personnes qui disent « Ah mais non, moi j'aurai pas d'informations, et puis mes parents ne veulent pas donner de photos, voilà, il y a... » C'est pas grave, nous on sait que ce travail va durer à peu près sur 1 an, à raison de un dimanche par mois, voilà. Et donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont sortir. Tout d'un coup, il y a des photos qui vont sortir des tiroirs de la commode d'une tante. Voilà. Il y a des choses comme ça. On bouge l'inconscient. Et comme tout le monde est relié, eh bien, il y a des moments, tout à l'heure, Claude, vous parlez que quand il y a une pomme, voilà, qui naît sur l'arbre, tout l'arbre est en fête. Eh bien, là, c'est la même chose. Il y a des personnes qui nous disent « mais jamais mes parents ne m'en parleront ». Et puis, ils arrivent en disant « c'est étonnant, maman s'est mise à me parler de ça, papa m'a raconté ça ». Très bien. Ou même au niveau des enfants, hein, ça se fait au niveau des ascendants ou des descendants. Des choses se dénouent, et puis voilà. Et donc c'est un travail en général qui se fait donc en tout petit groupe de 8, parce que c'est un travail individuel en groupe, de manière à ce que chacun puisse travailler à partir de la mémoire inconsciente qu'il porte en lui. Et donc, on va utiliser une technique qui s'appelle la Gestalt, et dont Claude va vous parler tout à l'heure. Ce qui va faire que, c'est comme ça que je dis, on va mettre en place, hein, en place de la personne qui va travailler, là, qu'on a mis vous, va se retrouver à la place de sa grand-mère maternelle, son grand-père maternel, sa grand-mère paternelle, son grand-père paternel. Tous, ce sont des hommes, des femmes, qui parlent beaucoup ou très peu, qui aiment chaleureusement ou voilà, très peu. Voilà, c'est des hommes et des femmes. Mais ce qui est important, c'est que chacun, par rapport à vous, a une fonction psychique absolument particulière. Et c'est donc ça, c'est de ça que je vais vous parler. Ici, le vous peut très bien être un homme ou une femme. De toute façon, là, cette personne a une mère, qui bien entendu a elle-même une mère, qui a elle-même une mère, etc. Donc, on va être là dans ce que l'on appelle l'axe des ventres.
Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, quand il y a une femme qui attend un bébé, elle est donc amenée, quand votre maman était dans le ventre de votre grand-mère maternelle, eh bien celle-ci était ramenée à son histoire de petite fille, sa relation à sa mère, etc. On est là dans toute cette lignée des mères. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que votre maman était dans le ventre de cette grand-mère, eh bien, c'est là que se sont formés tous les ovocytes, dont celui qui va produire l'ovule qui, fécondé par le spermatozoïde, va vous créer. C'est donc bien intéressant de savoir dans quel climat psychique et émotionnel cette grand-mère a attendu votre maman. Donc, c'est comme ça que, en fait, dans ce tableau, on demande également de mettre les dates de naissance, les dates de mariage, mais également la fratrie. C'est-à-dire que de savoir un petit peu en quelle époque on était. Voilà. Et cette grand-mère, si par exemple elle a vécu, on va dire, elle se retrouve à 2 ans, son père part à la guerre. Elle se retrouve toute seule avec sa mère et, on va dire, un petit frère, voilà. Et tous les trois, ben voilà, cette petite fille de 2 ans, elle va vivre quoi? Tout ça, c'est en elle. Et qu'est-ce que ça va être pour elle que d'enfanter? Point d'interrogation. Ça, c'est des choses que quand on est en place de cette grand-mère, on va lui demander, alors, ben voilà, tu avais donc 2 ans, ton papa est parti, dis-nous un peu, comment tu as vécu ça? Et c'est très étonnant ce qui va venir de cette mémoire inconsciente. De là, donc, comment va-t-elle attendre cet enfant qui est votre maman? Qu'est-ce que c'est pour elle de devenir mère, d'attendre un enfant? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme peur, ou comme désir, ou comme non-désir? C'est comme ça que cette femme qui est votre maman va pomper tout ça, va être habitée par tout ça. C'est comme ça que, là aussi, quand elle va être enceinte, qu'est-ce qui va se jouer? Des fois, il y a des désirs très très grands d'être enceinte, et puis tout d'un coup, elle est enceinte, et puis ça va plus du tout. Elle se met à pleurer, alors qu'elle avait très envie que son mari, c'était vraiment un désir de couple. Jean-Marie Delassus s'en parle très bien de ça. Par quoi est-elle traversée? Par quelle douleur de sa propre mère? Alors, je vais vous raconter une histoire comme ça, parce que, donc, oui, je vous parlais tout à l'heure des ovocytes. Ça veut dire que vous êtes impacté par ce qui se jouait psychiquement au moment de la grossesse de cette grand-mère. Et comme Claude vous disait tout à l'heure, en parlant de l'épigénétique, eh bien, l'ovule ne contient pas seulement des gènes, mais contient également de la mémoire psychique. Un jour, il y a une femme comme ça qui vient aux alentours de la trentaine, un petit peu plus. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait fait tous les examens possibles, son compagnon aussi. Il n'y avait aucun souci physique. Et puis, elle ne supportait plus de voir les copines qui envoyaient les photos, voilà, des nouveau-nés, etc. Donc, elle me dit, et ça n'était pas du tout un secret, que sa grand-mère avait eu d'abord un premier enfant, mais cet enfant était mort-né. En fait, il y avait eu une fausse couche à 7 mois de grossesse.
mais que bon, il y en avait d'autres. Hein. Effectivement, il y avait après une fille et un fils. Donc, comme on banalise, il y en avait d'autres. Et puis, quand elle se retrouve, il se trouve quand même, quand elle fait ce travail, que cette grand-mère a eu donc un fils et une fille qui sont nés exactement au moment où aurait dû naître ce premier enfant. C'est quand même une coïncidence bizarre, parce que dans une année, des mois, des jours, il y en a quand même pas mal. Donc, voilà, coïncidence bizarre. Et puis, elle fait donc ce travail, elle se retrouve en place de cette grand-mère, et donc là, on l'interroge, qu'est-ce que ça a été que cette première grossesse, comment elle l'a vécu, et puis, c'était par cette première grossesse qu'elle avait dû se marier. Donc voilà, c'était pas très très facile. Et puis il se trouve aussi quand même que dans ces deux enfants qui sont nés après, donc c'était un petit garçon qui aurait dû naître, le premier, eh bien le fils n'a pas pu vivre. C'est-à-dire qu'à 24 ans, il est mort d'une overdose. La fille, qui n'avait pas une grande affinité avec sa maman, ne pouvait pas la quitter. C'est-à-dire que dans ce climat familial, là, mère, père et la personne, ils n'arrêtaient pas d'aller tous les dimanches dans cette famille maternelle, donc en délaissant la famille paternelle, elle ne supportait pas, enfin, c'était assez compliqué. Et quand elle a, au fur et à mesure de ce travail, eh bien, avant la fin du travail, elle a été enceinte, elle a maintenant 2 petites filles, pas de souci. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est dénoué là, au niveau de la mémoire cellulaire. Elle était impactée de cette mémoire-là. Quelque chose s'est dénoué et qui a permis cette grossesse. Voilà. On est là donc dans ce ventre, dans cet axe des ventres et dans des choses qui ont à voir avec l'obscur, puisque le ventre c'est l'intérieur. Hein. Voilà. Toutes ces choses qui sont à l'intérieur et qui se disent dedans. Alors le grand-père maternel, il a une place complètement particulière. C'est-à-dire que c'est le seul dans cet arbre, par rapport à cette personne, qui va être le papa d'une petite fille. Donc, autant là, avec la grand-mère et la mère, on était dans le même, autant là, il va y avoir l'attirance des sexes. Et la petite fille, c'est son papa. Alors ce papa, il va la considérer comment? Est-ce que pour lui, voilà, c'est une super petite fille, il s'occupe d'elle, il lui dit quand est-ce qu'elle est jolie, il l'emmène avec elle, voilà. Elle est sûre qu'elle est aimée par son papa, donc qu'elle est aimée par ce premier homme de sa vie. C'est important, parce que ça va constituer comment elle va pouvoir se développer femme, et savoir que la relation à l'homme peut être facile. Ou alors, eh bien, ce grand-père maternel, les filles, il n'en a rien à faire. Donc, les filles suivent, et c'est à chaque fois, oh attends, on va voir ta mère, m'embête pas, je pense à une fois, oui, il y a les fils, on les emmène faire du bateau, mais la fille, non, elle de toute façon, elle reste sur la rive. Bien. Donc, elle va toujours être en attente, elle va quémander, elle va attendre le moindre signe d'une petite attention, et puis ça ne vient pas. Donc, elle n'est absolument pas sûre d'elle, elle n'est absolument pas sûre de plaire, elle n'est absolument pas sûre d'être intelligente, elle va se sentir nulle. Oui, mais ça va se projeter sur celui-là qui est votre papa, qui est son compagnon. Puisque c'est ce qui s'est joué avec son premier homme, ça va se projeter sur l'homme.
Et peut-être que celui-là va toujours être en train de la complimenter, mais elle va dire, mais non, c'est pas vrai, attends, tu me dis ça pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai. Voilà. Et rien ne pourra faire, sauf un travail personnel, qui pourrait lui redonner une confiance en elle. Et la personne qui est là va dire, mais enfin, quand même, je comprends pas ma mère. Eh bien, on va comprendre dans ce registre-là. Ou alors, ce grand-père maternel, ah ben ça, cette petite fille, ah ben ça, il l'aime. Et puis, comme sa femme, le délaisse un peu, eh ben, il risque d'avoir des gestes déplacés, être toujours dans des connivences, allez, on vient tous les deux, oh ta mère, voilà. Et comme une petite fille, elle a toujours envie que son papa soit à elle, eh ben, ça va faire des fonctionnements complètement déviants. Mais ça aussi, ça va se projeter là. Alors, il est tout à fait possible que cette femme, qui est la maman là, trouve un homme complètement sain, où il n'y a vraiment aucun problème. Mais je pense à une personne qui a suivi ce travail, qui était maniaco-dépressif, qui avait donc un suivi médicamenteux, et qui a découvert qu'en fait, elle a commencé à être maniaco-dépressive vers l'adolescence. Mais à ce moment-là, alors qu'elle avait une très bonne relation à son père, très saine, tranquille, il se trouve que la maman avait été abusée par son père. Et donc, au moment de l'adolescence, elle a commencé à dire à sa fille, attends, non, tu vas pas avec papa, hein. Non, tu sais, allez, viens avec moi, méfie-toi de lui, etc. Elle n'a plus rien compris. Alors que si elle lui avait dit, écoute, voilà, ton papa, j'ai confiance, mais voilà ce qui s'est passé avec le mien. Alors, c'est douloureux, tu vois bien la peur que j'ai, mais ton papa, il n'y a pas de risque, mais oui, tu sens ma peur, parce qu'il y a des hommes, des fois, qui sont pas, dont il faut se méfier. Mais ça se serait bien passé. Elle aurait intégré complètement. Donc, ensuite, on va passer à la grand-mère paternelle. Dans cet cas, par rapport à la personne qui est là, eh bien, c'est la seule qui va porter un petit garçon dans son ventre. Donc, on a tout de suite la complétude des sexes. Pour la petite fille, il fallait aller dehors. Pour le petit garçon, je suis là-dedans. Donc, pour lui, c'est sa première femme. Il est déjà à l'intérieur d'elle. Pas besoin d'aller loin. C'est comme ça que, on va dire que c'est là que naît la qualité de l'amour. Alors, de quelle manière cette grand-mère paternelle comment va-t-elle être avec ce petit garçon? Peut-être qu'elle a une très bonne relation avec son mari, donc voilà, ce petit garçon, elle est ravie, elle est contente, elle fait grandir, mais il peut tout à fait aller aussi avec son papa, il n'y a pas de souci, donc voilà, ce petit garçon est bien aimé par sa mère et il n'est pas emprisonné. Oui, mais il y a un certain nombre de mamans et voilà, qui va se retrouver assez seule. Ah ben oui, le mari, il est toujours parti, il est au travail, il est au sport, il fait de la politique, il est avec les copains, etc. Donc, ce petit garçon, c'est son petit homme, celui qui ne va pas la quitter. Là au moins, elle n'est pas toute seule. Alors au début, le petit garçon, il va être ravi. Il est papouillé, voilà, poupouné, c'est super. Et quand il va commencer à vouloir partir, aller voir les copains lui aussi, ce qui est normal, ouf, alors à ce moment-là, il va commencer à voir que sa maman est triste, que ça lui plaît pas. Ben oui, mais il a très envie de partir aussi. Ben oui, mais il n'a pas envie de lui faire de la peine. Alors ça y est,
à partir de ce moment-là, commence à se jouer la notion de amour-haine, désir-fuite. On peut avoir, ça peut être à l'origine d'un certain nombre de problèmes sexuels importants, éjaculation précoce, le fait d'être impuissant, parce que il faut surtout pas être à l'intérieur d'elle, c'est pas possible. Elle est dangereuse. Mais en même temps, on l'aime. Et il ne faut pas oublier que ça va se projeter sur elle. C'est-à-dire, tout ce qui s'est joué avec cette première femme va se projeter sur la femme qui sera l'épouse, qui sera la compagne. Mais ça peut être encore autrement. Cette grand-mère paternelle, peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles avec son propre père, de la violence, des abus, etc. Donc un homme, c'est dangereux. Et celui-là, qui est qu'un tout petit nourrisson, il est déjà un homme, donc il est déjà dangereux. Donc attention, il va falloir lui mener la vie dure. Et ça arrive. Ce qui fait que celui-là va se retrouver, là encore, à être en attente d'amour de sa mère, en attente de câlin. Oui, mais il n'aura pas ça. Et ça peut donner un homme totalement soumis, si bien que la personne qui est là peut se dire, mais je ne comprends pas, enfin, il ne peut pas dire à ma mère quand même, là, faudrait un petit peu, lui laisser la place. Ben non, il ne peut pas. Il va passer par les quatre volontés d'elle pour ne pas revivre ce qui s'est passé avec sa propre mère. Vous voyez comment tout ce qui se joue là intervient dans ce couple qui est le couple de vos parents. Le grand-père paternel. Alors là, on a l'axe des noms, puisque c'est lui qui va donner le nom. Alors il va le donner ou il ne va pas le donner. Imaginons là qu'il y a ce que l'on appelait autrefois une fille-mère, eh bien voilà, il n'y a pas le nom. Le petit garçon, il a le nom de sa mère. Alors, vous voyez aussi comment c'est important qu'il y ait le nom du père, parce que sinon, déjà, l'enfant se forme dans le ventre de la mère, et si en plus il a son nom, eh bien, il est entièrement à sa merci. Il est sa création totale. Alors que quand il y a le nom du père, ben on sait au moins qu'il y en avait deux. C'est vraiment important, surtout bon, à notre époque, heureusement on peut mettre les deux noms, mais c'est important qu'il y ait les deux. Donc ici, ce nom, alors ben peut-être que tout simplement, ce grand-père paternel, il est quelqu'un de reconnu, de bien aimé, d'avoir ce nom-là, c'est bien, ça fait une assurance, voilà. Ou alors, c'est un homme qui a une aura extraordinaire. Donc, il est dans une réussite, monsieur un tel, comment arriver à être un homme à la mesure de ce grand-père? À ce moment-là, le nom est lourd à porter. Et puis, il peut y avoir également que ce grand-père, peut-être que c'était quelqu'un de pas très recommandable. Et que ce nom, il est un peu honteux, il est teinté justement de violence, de choses malsaines, bon, on n'aime pas trop. Hein. Alors comment devenir un homme avec ce nom-là? Et puis surtout qu'on va le transmettre. Comment le transmettre aux enfants? Comment être sûr qu'on va redonner, comment cet homme, ce père, peut être sûr qu'il va redonner une dignité à ce nom, qu'il va être un homme digne, un père digne. Parfois, il va laisser la place, parce que c'est mieux comme ça. Il a trop peur de reproduire. Et très souvent,
Donc vous voyez, quand on est avec ce tableau, il y a un koan qui est, c'est un peu comme un haïku, c'est japonais, qui dit « Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ?» On est exactement là-dessus. Hein? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents? Qu'est-ce qui est là et qui se transmet? Comment votre maman a pu vivre dans ce couple-là? Et c'est ça qui va se projeter sur son mari et sur vous. Comment ce père s'est construit dans ce couple qui était là, et c'est ça qui va se projeter sur la femme qui est votre mère et sur vous. Alors souvent, des personnes nous disent « mais je me connais très bien ». Alors ce que l'on connaît en général, c'est vision A, les réactions A, mais ça c'est un travail qui permet de se créer. C'est-à-dire que petit à petit on s'aperçoit « ah mais oui, mais dans ma vie, ah, mais c'est vrai que j'ai des fonctionnements comme cette grand-mère, comme ce grand-père. Alors comment je vais faire pour, je sais que ça vient de là, mais faire un pas de côté, et puis me créer ». Merci. Bien, l'heure tourne et on a encore beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être concis au maximum. Il y a la notion de mémoire, dont il est important de parler, ne serait-ce qu'un petit peu. La mémoire, il y a deux aspects de la mémoire. Il y a la mémoire, c'est l'accumulation de ce qu'on a vécu, c'est notre mémoire personnelle, individuelle, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis né. Et puis, quand on dit de quelqu'un qu'il a de la mémoire, ça ne veut pas dire qu'il a accumulé beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il a la capacité d'aller chercher dans cette mémoire, dans son réservoir, il a la capacité, on a la mémoire des noms, on a la mémoire des dates, on a la capacité de s'orienter, on passe une fois quelque part, on s'en rappelle. Mais la mémoire, c'est quelque chose de très, très complexe. Et puis, il y a notre mémoire, et de ce côté-là, je ne vais pas aller plus loin, mais on porte aussi, on est en train d'en parler, là, avec ces transmissions, avec cet héritage, on porte la mémoire de nos ancêtres. On porte la mémoire de nos parents, on porte la mémoire de nos grands-parents, on porte la mémoire de plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, et si on part comme ça, on ne sait pas où on peut s'arrêter. Parce que au niveau génétique, je l'entendais encore hier dans une émission, au niveau génétique, nos gènes portent la mémoire depuis le début du vivant, il y a 3 milliards d'années. On a beaucoup de mémoire. Hein. Et puis, si on écoute les astrophysiciens, ils nous disent que nos atomes, les atomes de carbone qui nous constituent, ils ont été constitués dans des systèmes solaires qui n'existent plus, dans des étoiles qui ont explosé, dans des novas, il y a des millions, des centaines de millions, peut-être des milliards d'années, et on est constitué de ça. Donc notre mémoire, elle date peut-être du Big Bang, quoi. Et on est avec tout ça. Donc, alors, on a une mémoire personnelle, on a une mémoire familiale, et on rejoint Jung quand il parlait d'inconscient collectif et d'inconscient individuel, parce que mémoire et inconscient, au bout du compte, c'est un petit peu la même chose. Et notre mémoire, elle est faite de tout ça. Et quand je parle de mémoire, je ne parle pas de souvenir, je parle de mémoire. Et il y a un moyen très, très simple, parce que la mémoire, on la porte, mais on n'en a pas conscience. On a une mémoire consciente. Tiens, je peux vous demander ce qui s'est passé la semaine dernière, ou quand vous aviez 10 ans, ou vous en rappelez un peu. La mémoire, elle s'arrange avec la réalité, elle déforme, elle transforme, elle se refait en permanence dans notre cerveau, dans notre hippocampe, entre autres.
elle se fabrique et se refait encore. Mais nous, pour aller chercher dans la mémoire, l'outil qu'on a, c'est l'imaginaire. On se sert de cet imaginaire, parce que si je dis toujours la même chose dans les conférences, si je vous demande d'imaginer une porte, chacun de vous, là, vous voyez une porte. Mais vous voyez une porte en fonction de ce qui est en vous, en fonction de votre mémoire. Et si on vous faisait dessiner, là, ou si on vous faisait la représenter, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais il y aurait autant de portes que de personnes. Et on imagine à partir de ce que l'on porte en nous, uniquement, pas d'autre chose. Alors, quand on demande aux personnes d'imaginer, parce qu'on va les faire travailler en gestalt, je vais y revenir après, mais mettons, tiens, cette grand-mère-là, qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors la personne dit, j'en sais rien, de toute façon, moi j'étais pas né, elle est morte avant que je naisse, qu'est-ce que tu veux que je sache de cette grand-mère paternelle? Mais on va demander à la personne d'imaginer. Et ce qu'elle va imaginer, ça va être en lien forcément avec ce qu'elle porte dans sa mémoire de cette grand-mère paternelle. Alors, pour ce qui est, je vais m'arrêter là sur la mémoire, mais on pourrait en parler beaucoup, parce qu'il y a des choses absolument magnifiques sur le sujet, mais bon voilà, le temps nous limite un petit peu. La Gestalt-thérapie, la Gestalt, c'est un mot allemand. Il n'y a pas de traduction exacte en français, mais il y a l'idée de mettre en forme, de donner une structure. Pour nous, c'est projeter sur la scène extérieure quelque chose que l'on porte à l'intérieur. C'est un outil qui a été créé aux États-Unis dans les années 50 par quelqu'un qui s'appelait Fritz Perls, Perls comme la perle en anglais, et qui a mis au point cette méthode. Il travaillait avec 2 chaises. Il disait, vous êtes là sur cette chaise, et puis sur la chaise en face, il y aura, mettons, votre père, votre mère, votre grand-mère. Et il faisait alterner les gens. Quand ils étaient sur une chaise, ils étaient eux-mêmes. Quand ils bougeaient, quand ils allaient sur l'autre chaise, ils étaient l'autre. Et il faisait parler l'autre qu'ils portaient en eux-mêmes, bien entendu. Et donc, on utilise cet outil. Les gens qui viennent travailler avec nous dans les cycles qu'on propose, on va leur demander de se mettre en place d'eux. Alors, c'est déjà totalement différent de parler de quelqu'un. Je veux parler de mon grand-père. Mon grand-père, il a fait ci, il a fait ça, et puis il était là, il n'était pas là, il a eu 3 enfants, bon voilà, je vais raconter la vie de mon grand-père. Mais si je me mets sur une chaise ou sur un coussin, et que sur cette chaise, on me dit, maintenant tu es ton grand-père, et tu vas parler en place de ce grand-père-là. Quand on en fait l'expérience, et quand on fait ça, quelque chose vient de notre mémoire, et on s'aperçoit parfois qu'on va dire des choses qu'on n'aurait jamais dites si on avait parlé du grand-père. Et nous, on l'a vécu dans notre travail sur nous, donc on sait ce que c'est, on sait l'effet que ça provoque, mais on le fait depuis 20 ans, 30 ans, bientôt, maintenant. Et donc, il se passe des choses, des fois étonnantes. Il y a quelqu'un qui est là, tranquille, en train d'écouter ce qui se passe, puis on lui dit, tiens, viens, tu vas te mettre en place de ton grand-père maternel ou paternel, et puis c'est lui qui parle. Et nous, on va s'adresser, on a quelques éléments, et on va s'adresser à ce grand-père, mettons. Et la personne qui était tranquille sur sa chaise, quand elle vient se mettre en place de cette grand-mère, d'un coup, elle se met à pleurer. Alors on demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle va nous parler d'un enfant qu'elle a perdu à la naissance, ou quelque chose comme ça, qui arrive, là, d'un coup. Ou quand elle ne sait rien, on lui demande, imagine. Oui, mais je vais inventer. Mais ça fait rien. Laisse parler ton imaginaire. L'imaginaire ne parlera, ne fonctionnera qu'à partir des matériaux accumulés dans la mémoire. Uniquement. Ça ne peut pas être autre. On ne peut pas imaginer autre chose. On ne fait qu'à partir des matériaux qu'on a sous la main. Donc voilà, on se sert de la Gestalt, on se sert aussi de l'écriture. Les gens qui viennent, on leur demande d'écrire, par exemple, on peut leur demander d'écrire la maison de naissance de nos
écrire et de nous décrire l'atmosphère qui régnait dans la maison où est née la grand-mère maternelle. Alors il y en a qui connaissent cette maison parce qu'elle reste toujours dans le patrimoine familial. Ils sont allés en vacances ou des choses comme ça. Puis il y en a d'autres, ils ne connaissent rien, quoi. Ils n'ont même jamais vu cette grand-mère, mais ils ont quelques informations par l'état civil. Elle est née dans le Nord, son grand-père était maçon, ou était mineur, ou était pêcheur en Bretagne, ou travaillait dans une filature, ou je ne sais pas quoi. Peu importe, ils ont quelques éléments. Et à partir de ces éléments, on leur dit, bon ben, imagine, écris cette maison. Elle est comment? Il y a de la lumière, c'est sombre, c'est petit, c'est grand, c'est comment? Et ce qui vient, c'est une forme de réalité en lien avec ce que la personne porte dans sa mémoire. Voilà, on travaille avec ça. Alors, ça peut parfois laisser sceptique. Oui, mais j'ai peur d'inventer. Oui, mais on invente, on imagine uniquement à partir de ce que l'on porte en soi. On ne peut pas faire autrement. Vous demandez à n'importe quel artiste, n'importe quel peintre, il fait à partir de ce qu'il porte en lui. Un écrivain n'écrit qu'à partir de ce qu'il porte. Voilà. J'ai l'impression qu'on a débordé et qu'on va se faire... Je vais essayer de résumer. Je vois arriver les responsables de l'association. Je vais essayer de conclure plutôt en vous disant que tout ce que l'on peut faire, c'est essayer, dans un travail comme ça, en psychogénéalogie, il est important que l'on puisse identifier au maximum ce fameux héritage. Parce que tant qu'on n'arrive pas à l'identifier, on est comme une marionnette. On est manipulé par ce que l'on porte en nous, par ce qui n'a pas été vécu, ou par ce qui a été vécu par certains de nos ancêtres, et c'est comme des ficelles qui sont tirées. Et faire un travail en psychogénéalogie, c'est pouvoir identifier ces ficelles et dire « Mémé, je vais arrêter de rouler pour toi. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose pour moi. » Ou « Pépé, ça va, je vais continuer ta voie parce que ça correspond exactement à ce que j'ai envie de vivre. Mais je le fais en conscience. » Voilà, je vais arrêter là. On a 3 témoins qui vont venir parler quelques minutes de leur expérience dans ce travail. Voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu moi mon expérience par rapport au travail que l'on a fait donc, avec Dominique et puis Claude. Donc moi j'avais un secret de famille que je portais depuis X années. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai essayé de régler mon problème au fil des années, donc pendant 25 ans quand même. J'ai monté mon arbre il y a 20 ans, mais à l'époque j'étais certainement pas assez, mûre. Et puis l'an dernier, donc j'ai dit, je sens encore un caillou dans ma chaussure. Donc j'ai dit à Claude et Dominique, eh bien voilà, je vais faire le stage avec vous, l'atelier, pour pouvoir mettre un point sur le i de mots fins pour enfin me débarrasser de ce secret de famille qui était placé dans ma partie paternelle, avec mon grand-père et ma grand-mère que j'ai détesté au plus profond de moi-même, et un grand-père que j'ai jamais connu, mais qui pour moi était un sale type, avec l'histoire, plus le fantasme, etc. Et puis en faisant le travail en Gestalt, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on s'assoit à la place du fameux grand-père, et là, pour moi, il n'y a pas d'imaginaire, parce qu'on le sent dans le corps physique. En fait, on a l'impression que moi ça s'est passé comme ça, que mon corps physique se rétrécissait, qu'à l'intérieur il y avait des gènes, et puis j'ai senti ce grand-père qui parlait à travers moi et qui était au départ assez agressif, un peu violent, et puis ensuite il a raconté des choses, et au fur et à mesure j'ai commencé à le trouver sympathique. Pourquoi? Parce que j'ai senti que ce grand-père qui parlait à travers moi avait des blessures importantes. Et j'ai commencé à avoir presque de l'amitié pour lui. J'ai ressenti, à la fin de ce travail avec ce grand-père, je me suis presque réconciliée avec ce grand-père que je ne connaissais pas.
qui est mort où mon père avait 2 ou 3 ans, je crois, donc de mémoire. Donc moi, ça m'a beaucoup libérée, parce que je sentais que ce grand-père, je focalisais sur lui, et que je le portais comme un fantôme sur mes épaules, et que ça m'empêchait d'avancer dans ma vie professionnelle. Et du coup, je me suis sentie vraiment très libérée, en fait. Bon, après, le travail avec la grand-mère a été aussi important, mais j'ai finalement, je me suis réconciliée avec cette branche familiale, voilà, que je détestais cordialement. Donc du coup, je l'ai réintégrée en moi, et je vais bien maintenant. Je vais même super bien. Donc j'ai vraiment senti qu'il y avait ce voile qui partait de mon être, et que je ne portais plus ce poids qui quand même m'a emmenée à ne pas faire d'enfant, parce que je ne voulais pas porter ni transmettre cela à des enfants. Donc vous voyez que c'était quand même très... Voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé 25 ans là-dessus. Voilà, voilà, pour ce qui est de mon expérience. Merci Véronique. Alors bonsoir, donc nous avons été toutes les trois ensemble dans le même groupe. Moi je l'ai fait parce que c'était important, j'avais des blocages sur de nombreux points, et j'ai à la fois une sœur jumelle, et nous sommes très différentes l'une de l'autre, et j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai terminé, aujourd'hui on a terminé le travail, mais ma sœur jumelle le continue. Alors je ne lui dis rien au fur et à mesure qu'on avance, et on a des ressentis totalement différents concernant nos grands-parents. Moi j'ai plutôt réglé de ce côté-là, côté maternel. Ma grand-mère maternelle a beaucoup souffert avec mon grand-père maternel, et c'est vrai que mon grand-père maternel, malheureusement, je ne l'aime toujours pas. C'est quelqu'un que je n'aimerais jamais. Et ma sœur, elle lui a trouvé des excuses. Moi, je ne lui ai trouvé aucune excuse, et notre grand-père maternel n'est pas notre vrai grand-père maternel, puisque ma grand-mère était enceinte. Mon grand-père s'est marié avec elle pour ne pas partir en Allemagne. Donc, moi, j'ai cherché le grand-père, le vrai grand-père, et je suis tombée dessus. Enfin, moi, j'en ai parlé, c'est vrai, du vrai grand-père maternel. Ma sœur n'en a pas du tout parlé. C'est-à-dire que pour elle, il n'a pas existé. Pour moi, il a existé. Alors que celui-ci, qui a été très violent, elle lui a trouvé des excuses. Donc vous voyez, même en étant jumelles, on a des choses, et nous en plus on est des vraies jumelles, on a des choses totalement différentes. Mais bon, par rapport à la grand-mère maternelle, par rapport à maman, par rapport à notre arrière-grand-mère, de ce côté-ci, c'est pour ça que nous n'avons pas eu d'enfants. Moi j'ai compris pourquoi nous n'avons pas eu d'enfants ni l'une ni l'autre. Donc vous voyez, c'est des choses que l'on comprend. Bon alors, c'est vrai que nous on le fait un petit peu tardivement. Maintenant c'est trop tard, on n'aura pas d'enfants, on a des chats. Faut bien se consoler, hein. Bon. Mais ce qui est important aussi, c'est que moi j'ai découvert, moi qui étais hypocondriaque, je ne le suis plus. C'est-à-dire que je me posais beaucoup, à chaque fois j'avais une maladie, toujours, hein. Et depuis que j'ai fait ce travail, je n'ai plus peur de la mort, parce que j'ai compris pourquoi j'avais peur de la mort. Hein, grâce à ça, et c'est vrai que c'est très important d'apprendre au fur et à mesure, et c'est vrai que quand on se met en Geslat, c'est vraiment très impressionnant, puissant, c'est très puissant. Moi quand j'ai fait parler quand j'étais à la place de ma grand-mère maternelle, heureusement que je fermais les yeux parce que elle aimait beaucoup la vie. Donc voilà. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est très important. C'est très important. On trouve des choses au fur et à mesure, des choses qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas sorti de nous si nous ne l'avions pas fait avec Claude et Dominique. Et c'est vrai que ça a aussi énormément fait bouger dans la famille. Hein. Surtout qu'en plus maintenant, ma sœur le fait également, donc ça bouge énormément dans notre famille. Hein. Et c'est ça qui est très important. Et c'est vrai que je le conseille à tout le monde de pouvoir le faire, surtout des gens qui ont envie d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, ne pas transmettre à ses enfants quelque chose, parce que c'est très important. Voilà. Alors moi, contrairement aux deux autres, je suis venue à la psychogénéalogie par mes enfants.
parce que dans mes enfants, il y avait une multitude d'émotions qui sortaient, avec une petite fille qui avait beaucoup d'eczéma, tout ça, et j'avais besoin de faire le ménage dans toutes ces émotions. Et à ce moment-là aussi, je lisais beaucoup de choses sur le cerveau, beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, donc l'épigénétique, etc., etc. C'était des choses, voilà, que je lisais dans mon quotidien. J'ai une amie très chère, qui m'a parlé du travail de Claude et Dominique, mais là, mon esprit cartésien était en forte résistance. C'est quoi ces gens où on va se mettre à la place de la grand-mère qu'on n'a pas connue pour aller raconter dans quelle maison elle est née et quelle émotion ça fait. Là, j'étais en forte résistance par rapport à ça. Donc voilà, mais je m'y suis quand même lancée. Alors mes résistances, c'était déjà en travail en groupe. Je vais aller raconter devant des gens que je ne connais pas, des trucs que je ne connais pas. Donc j'y suis allée en traînant des pieds, mais j'y suis allée. Et le groupe, j'ai trouvé ça vraiment d'une grande force. Parce que vous annoncez devant la société, vous annoncez devant, on va dire, voilà, les représentants des choses qui n'ont jamais été dites. Donc au lieu de les dire à la rigueur à quelqu'un, voire un thérapeute, et après de les mettre très très loin dans votre tête, ce que vous avez dit c'est public. Et il faut l'assumer et vous le regardez et vous êtes bien obligé de l'avoir en face. Donc le dire par rapport à des gens, c'est une très grande force. Après en plus, dans les méthodes de travail de Claude et Dominique, il y a énormément de bienveillance et c'est vraiment voilà, c'est accueilli et c'est important que ça soit accueilli en public. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Aussi, ce qui est important dans le travail de groupe, c'est que par rapport à certaines familles, certaines émotions, il y a des jugements par rapport à ces émotions. Et donc, votre cerveau vous protège de ces émotions. Il vous dit, il ne faut pas y aller là-bas. Et dans ce groupe, comme il n'y a pas de jugement, vous pouvez aller au bout de l'émotion et l'assumer telle qu'elle est sortie dans votre famille. Donc ça, c'est la grande force du groupe. Donc espace public officialise, je l'ai dit. Il y a une troisième chose, on avait toutes des histoires, parce qu'on n'était que des filles, mais on avait toutes des histoires extrêmement différentes. Mais il est surprenant comment certaines histoires peuvent faire écho et vous permettre d'avancer encore plus loin dans votre histoire. Moi, je vois une fois, bon, Anne, elle n'est pas là ce soir, elle racontait un truc par rapport à un des personnages, et après je lui dis, oh, comment tu l'as vachement bien dit, j'aurais tellement aimé le dire comme ça parce que ça résonne quand toi tu le dis. Donc voilà, il y a ces espèces d'échos qui font que le groupe a son importance. Donc je vous ai dit que j'étais fortement en résistance, mon cerveau refusait un peu le travail. Alors cette histoire de Gelstat, c'est vrai que moi j'avais peur de me laisser influencer par des gens à raconter des trucs, etc. Il y a déjà plusieurs choses. C'est que mon esprit cartésien était rassuré, par exemple, quand il a fallu décrire la maison du grand-père. C'était lequel, celui-là? Oui, enfin bref, c'en est un peu un. Il a fallu décrire sa maison, dans quoi il est né. Moi, je l'ai pas connu petit, je sais pas. Et grâce à Google, vous pouvez aller voir très bien si vous avez une adresse très précise et que c'est une petite ferme et qu'elle n'a pas beaucoup changé, vous pouvez aller la revoir. Et je n'avais jamais vu cet endroit et j'ai été le voir par internet. Et je suis assez, voilà, ça ne sortait pas la camisole de force. J'ai été surpris de la ressemblance de ce que j'ai pu dire de cette maison par rapport à ce qu'elle est, même si aujourd'hui elle est rénovée. Aussi, j'avais une résistance parce que j'avais très peu d'informations sur mes ancêtres. Et là aussi, vous avez des archives départementales qui sont extrêmement bien faites. Moi, j'ai retrouvé j'ai retrouvé que ma grand-mère, une de mes grand-mères, avait remplacé un enfant mort et que ça avait jamais été dit. Mais ça, vous les avez dans les archives. Il n'y a personne qui vous le dit, mais les archives parlent. Et les archives, vous restez de chez vous, vous faites ça jusqu'à 3 h du matin, et vous trouvez plein d'informations. Voilà, donc c'est vrai que pour des esprits très cartésiens, comprendre le Gelstat, c'est pas facile, mais quand vous le vivez, vous avez à un moment une espèce de résonance dans vos émotions, si vous êtes vraiment calé avec vos émotions, où vous le sentez que vous êtes dans le juste. Après, il y a aussi quelque chose
moi j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un couple qui est mixte, et quand une voix d'homme ou une voix de femme vous pose des questions, vous êtes là concentré à essayer de voir un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sortent, et c'est vrai que ce travail qu'ils font en duo, c'est une bonne chose, parce que d'avoir une voix d'homme et une voix de femme qui vous pose des questions, vous vivez les choses différemment. Voilà, dans une très grande complémentarité. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh ben, c'est le grand ménage de printemps, quoi. C'est-à-dire, ce qui est à vous, vous le gardez, ce qui n'est pas à vous, vous le mettez dehors, quoi. Donc voilà, c'est le grand ménage de printemps, et on repart, voilà, en étant bien clair, c'est quoi mes émotions, c'est quoi pas mes émotions. Moi aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé, je l'ai fait vis-à-vis de mes enfants, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui vont changer encore dans cette gestion des émotions. Il y a des fois où dans la vie, je prends des positionnements où je dis des choses et j'entends la voix de Dominique qui me dit « Oh là, mais c'est pas toi qui cause ». Et donc je me remets, et voilà, donc vous retrouvez ce que vous êtes après le grand ménage de printemps. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, on peut vous passer le micro. Il y a un deuxième micro. Oui, il y en a un là. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si les fidélités pouvaient être tellement fortes qu'elles se transmettent au sein d'un couple. C'est-à-dire, je pense par exemple à mon beau-père qui n'était pas aimé par sa mère, et ma belle-mère n'aime pas non plus mon mari, qui était aussi le fils aîné. Et du coup, ça m'interroge, est-ce que, du coup, dans la construction d'un couple, vous avez déjà pu observer des reproductions comme ça de fidélité? Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci. Oui. Donc, pour un homme, aller rencontrer une femme, c'est toujours en fonction de la mère qu'il a eue et forcément du père aussi qu'il a eu. Et de l'autre côté, on a la même chose. De l'autre côté, pour quelque femme que ce soit, elle s'est construite en fonction de la relation qu'elle a eue à son père, comme vous le parlez, Dominique, très bien tout à l'heure, et en fonction de l'identification à la mère qu'elle a eue. Et en fonction de ces deux-là, elle va pas choisir n'importe quel homme pour faire un enfant. Et comme lui, ne va pas choisir n'importe quelle femme pour faire un enfant. Donc votre question des fidélités, elle se joue dans ces transmissions-là. Oui, souvent, ce qu'on est amené à dire, c'est que dans un couple, c'est deux arbres qui se rencontrent. Donc, bien entendu, il y a l'attrait. Hein. Ah, je la trouve super belle. Ah, il me plaît beaucoup parce que, voilà, ceci, cela. Et voilà, il y a tout cet attrait. Mais derrière tout cet attrait, il y a des choses qui poussent. Ça va être automatiquement celui-là, et des fois, j'aurais jamais choisi celui-là, mais je suis poussée par quoi? Et tout à l'heure, Claude parlait des fois des marionnettes. Voilà. Et dans ce que vous dites, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi, comment un enfant va être avec... il va y avoir des problématiques qui se répètent, qui s'ajoutent, hein, entre celle du père et celle de la mère. Et parfois bien plus haut. Donc ça devient puissance 1, puissance 2, voilà. Donc c'est pas étonnant. Ça va, on répond à votre question? Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je voulais savoir, quand on a nos grands-parents qui sont encore en vie, est-ce que justement ça vaut pas le coup d'aller les rencontrer, leur poser des questions, mais alors du coup comment le faire sans être trop insistant, ouais, ou ouvrir des blessures, ou voilà. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on commence à faire ce travail, on ne va plus les interroger
comme s'ils se sentaient questionnés. Hein, il va y avoir par exemple, mais dis donc, je me suis rendu compte que tu avais tel âge au moment de la guerre. Dis donc, et puis ton père, il est arrivé ça, mais dis donc, c'était drôlement difficile. Ou bien dans la vie familiale, tu as été confronté à ça. Eh ben dis donc. Et du coup, il y a des choses qui se disent. Et souvent, on a des personnes qui ont peur de faire mal. Comme vous dites, on va réveiller des blessures. Mais par contre, ce sont quand même des personnes qui deviennent de plus en plus âgées et qui, à certains moments, sont très contents de voir qu'il y a un petit enfant, enfin une petite fille, un petit-fils, qui justement s'intéresse à ça. Ah bon, toi tu t'intéresses à ça? Eh ben j'aurais pas cru. Et puis il y a des choses qui se disent. Et qui s'apaisent. Dans le cadre de l'adoption, qu'est-ce qui est exactement Oui, voilà, donc si les personnes n'ont pas entendu... Oui, je disais dans le cadre de l'adoption, par exemple. Dans tout ce que vous nous avez expliqué, comment est-ce que ces mémoires, finalement, entrent en jeu? On s'est rendu compte que, très curieusement et de manière inexplicable et irrationnelle, les enfants, les parents adoptifs ont des points à voir avec les parents biologiques, quand on peut connaître quelque chose sur ses parents biologiques. Très curieusement, c'est-à-dire que, mettons que ça va se passer ici, qu'il y a un enfant abandonné là, cet enfant, on va lui mettre des parents adoptifs, mais on va mettre en double, si vous voulez, des parents géniteurs. Et quand on peut savoir quelque chose sur ses parents géniteurs, on s'aperçoit qu'il y a des tas et des tas de similitudes avec les parents adoptifs. Voilà. Dans le livre Aïe mes aïeux, Anne Ancien Schuzenberger, on parle un peu de ça. Et voilà, c'est comment on est tous reliés et qu'il y a, comme des affinités qui courent. Et puis n'oubliez pas que quand c'est un enfant qui est adopté tout petit, l'identification va jouer avec les parents adoptifs. Et ce que l'enfant tout petit reçoit de ses parents adoptifs, c'est toute l'histoire, c'est tout ce qu'il porte en eux. Avec les neurones miroirs et cette identification, il intègre dans son monde intérieur une histoire qui n'est pas la sienne en termes génétiques, en termes généalogiques même, mais il s'identifie à cette histoire-là. Il la prend pour lui. Et il ne faut surtout pas oublier qu'un enfant qui est face à un parent qui souffre, à un parent qui a mal, l'enfant va prendre en charge la souffrance du parent. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et l'enfant d'un parent malade, par exemple, d'une maladie psychique ou d'une maladie organique, va vouloir porter la souffrance de l'enfant. Dolto parlait de l'enfant thérapeute. L'enfant qui veut porter cette souffrance-là, et donc que ce soit son parent biologique ou son parent adoptif, il va prendre. Donc il y a des mélanges qui se font. Dernière question. Alors tout d'abord, un grand merci par rapport à ce que vous avez apporté de façon tout à fait complémentaire. Je voulais savoir par rapport au travail qui peut se faire au niveau des constellations familiales. J'ai cru ressentir des outils qui sont un peu communs. Ce que je ressens, c'est que votre travail, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, progressivement, avec un groupe et toute la richesse du groupe. Ayant moi-même expérimenté plutôt une approche par la constellation familiale et en groupe et aussi dans le temps, je voudrais savoir
par rapport à l'approche que vous faites, quel lien vous avez avec le travail de constellation familiale? Il y a une différence, c'est-à-dire que dans la constellation familiale, il va y avoir la personne qui va désigner, voilà, telle personne qui va faire son père ou telle personne. Dans le travail que l'on propose, c'est toujours la personne qui travaille, elle, par rapport à elle. C'est-à-dire que tout vient de l'intérieur. Donc il va y avoir, par exemple, les stases émotionnelles dont je parlais tout à l'heure vont passer au travers d'elle. Donc elle sait que en place de telle grand-mère, voilà, eh bien, elle va être amenée à vivre telle douleur, mais ça la traverse. Et puis, nous, on dit toujours, alors c'est un grand truc, il y a toujours les mouchoirs, voilà, allez, il faut écluser, c'est le moment. Comme ça, quand elle se retrouve à sa place, souvent elle dit, ah, qu'est-ce que je me sens mieux là? Et il y a quelque chose qui a pris une distance entre le bagage porté par cet ancêtre et elle. On travaille beaucoup comme ça sur ce défusionnement, cette distanciation, qui fait qu'il y a reconnaissance, mais distanciation. On fait toujours un pas de côté. C'est la différence.